Comment tu arrives à ce constat de l'IA est déjà assez mature pour pouvoir promettre déjà à nos clients, tu vois, de mettre à leur disposition des gens augmentés par l'IA qui vont pouvoir les aider en réduisant les coûts? On doit vendre des humains aidés par un produit. Nous, c'est ce à quoi on croit depuis le début. C'est-à-dire de dire que tu peux pas faire un produit uniquement de l'automatisation, des bots, etc. Tu as toujours besoin d'un contact humain, soit parce que les demandes sont trop complexes, soit parce que tu as besoin de cette chaleur humaine. Mais par contre, tu es obligé de mêler de la tech à de l'humain et donc de vendre une offre complètement packagée. C'est comme ça qu'on a démarré avec OnePilot. Janvier 2024, du coup, on faisait 6 millions de revenus sur EODOM avec un EBITDA qui était légèrement positif, mais autour de 100 000 euros. Et un an après, les conséquences de l'intégration, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les métriques intermédiaires. Mais les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on est à 25% de l'EBITDA. Moi, quand j'ai trop de trucs à faire ou je sais pas quoi faire, les 4 objectifs, comment est-ce que je peux aider un des 4 l'un après l'autre? Pour 2025, nous, par exemple, désolé, je suis lancé, c'est d'atteindre au moins 35 millions tout seul, 50 millions si on fait une autre acquisition. D'accord. Salut Adrien. Salut Timothée. Ça va? Impeccable. Content de te recevoir pour le deuxième enregistrement de la saison 6 du podcast et de la chaîne YouTube que je viens de lancer. Donc tu auras ta tête partout en vidéo comme je te le disais, ça va être cool. Super content. Adrien, tu es le cofondateur et CEO de OnePilot. Ravi que tu nous racontes un petit peu ce que c'est. Alors OnePilot, on est un service d'externalisation du service client. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler avec des marques qui ont des demandes clients entrantes. Donc ça peut être par mail, par chat, par téléphone. À chaque fois que tu as voulu contacter une marque, tu t'es retrouvé face à un service client. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'occuper de ces demandes à la place des marques, avec une particularité qui est qu'on va leur proposer le meilleur mix entre des agents humains qui travaillent avec nous, qui sont des freelancers basés partout dans le monde, et de l'automatisation aussi sur les demandes les plus simples qui peuvent être automatisées pour proposer ce meilleur mix entre AI et humain et répondre à 100% des demandes des marques de manière qualitative, à des coûts maîtrisés et de manière super scalable grâce à toute la plateforme qu'on développe et dont j'imagine qu'on aura le temps de parler. Ouais, on va parler beaucoup de ça, je pense. C'est hyper intéressant parce que toi, tu crées ça en 2021 avec tes associés. 2021, c'est un an avant que, et je vais te faire le cliché, que ChatGPT sorte sa boîte de dialogue novembre 2022. Donc la vague arrive à partir de là, plus ou moins en 2022. Comment tu arrives à ce constat de l'IA est déjà assez mature pour pouvoir promettre déjà à nos clients, tu vois, de mettre à leur disposition des gens augmentés par l'IA qui vont pouvoir les aider en réduisant les coûts? Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Je me souviens pas trop, en fait, pour être honnête. À l'époque, l'histoire de cette industrie, ça s'appelle l'outsourcing du service client, dans les termes un peu techniques. C'est une industrie qui existe depuis grosso modo 20 ans, avec des énormes acteurs qui sont... pour la plupart français d'ailleurs, les gros acteurs mondiaux sont souvent français, comme Téléperformance qui fait 6 milliards, qui est coté au CAC. Tu as aussi des acteurs comme Webhelp qui ont été rachetés récemment par des Américains, mais avant d'être rachetés, ils faisaient déjà 4 milliards de revenus. Maintenant, ils en font 10 milliards avec, très grosse boîte, avec le groupe Concentrix. Donc des acteurs qui historiquement se sont positionnés sur un créneau qui est de dire on va aller voir les marques et on leur donne de la main-d'œuvre. Il y a eu un mouvement de délocalisation progressive de la main-d'œuvre. Donc maintenant, quand on pense service client, on pense à des plateaux à Madagascar, aux Philippines, etc. Historiquement, c'était pas forcément délocalisé. Ils ont dû délocaliser pour des raisons de coût. Mais ils n'avaient pas encore pris à ce moment-là le virage technologique de dire on n'est pas là juste pour vendre des humains, mais on doit vendre des humains aidés par un produit. Nous, c'est ce à quoi on croit depuis le début. C'est-à-dire de dire que tu peux pas faire un produit uniquement de l'automatisation, des bots, etc. Tu as toujours besoin d'un contact humain, soit parce que les demandes sont trop complexes, soit parce que tu as besoin de cette chaleur humaine. Mais par contre, tu es obligé de mêler de la tech à de l'humain et donc de vendre une offre complètement packagée. C'est comme ça qu'on a démarré avec OnePilot. C'est excellent. Et donc, vous avez en fait opérationnellement quelque chose qui est un peu particulier, qui est que j'imagine qu'il y a un recrutement aussi de personnes personnelles, je sais pas comment tu les appelles, les agents peut-être, je sais pas comment tu les appelles d'ailleurs. Les agents. C'est les agents, tout à fait. Boom, bingo. Comme quoi vous avez bien choisi le mot. J'ai pas triché, j'ai pas étudié avant ça. Et donc, il y a ça, il y a le développement de la tech également. Et donc, ce que je comprends, c'est que le développement tech chez vous, il se situe où? Il se situe sur les outils que vous allez mettre dans les mains de vos agents? Tout à fait. Donc on va avoir deux gros blocs technologiques chez OnePilot. Premier, c'est ce qu'on appelle le Customer Care Operating System. Concrètement, si je dois te faire une espèce d'image de ça,
imagine-toi un call center physique, un plateau physique. Imagine-toi toutes les tâches manuelles qui sont faites par les managers. Ça peut être de faire du staffing, d'entraîner tes agents. Parce qu'ils arrivent, ils ne connaissent pas, j'ai comme client Darty par exemple, ils ne connaissent pas les process de Darty, donc il faut leur expliquer. Je dois les staffer pour savoir qu'ils seront là mardi à 19h. Je dois prévoir les flux. Je dois vérifier la qualité. Tout ça, évidemment, facturer mes clients, mes agents, etc. Tout ça, historiquement, c'est fait manuellement. Et dans tous les call centers traditionnels, c'est fait manuellement avec des métiers comme formateur, planificateur, spécialiste de la QC, donc du quality check. Nous, on va développer des briques applicatives qui vont automatiser ça. Donc, on se connecte aux outils de ticketing, on prévoit les flux. Ensuite, on va émuler un calendrier et on va l'auto-générer pour les agents. Ensuite, on va suivre leur facturation de manière en live et de manière complètement transparente. On va faire le quality checking, typiquement les passer à la moulinette d'outils aidés par l'AI pour détecter les mauvais tickets. Tout ça, c'est une couche applicative qui te permet de réduire sensiblement ta couche de management, ta couche d'encadrement, pour délivrer plus de valeur aux clients et aussi réduire les coûts en interne pour que tes managers se concentrent sur l'essentiel. C'est excellent. Et tu veux les compléter ? Non, tu as une deuxième brique, qui est tout simplement un peu plus récente avec ce que tu évoquais juste avant, qui est l'arrivée de ChatGPT, etc. Ouais. C'est l'automatisation pure et dure des tickets. Okay. À savoir que ça avait déjà commencé, même il y a 5-6 ans, au début, il y avait déjà du machine learning qui permettait de répliquer un peu l'attitude d'un humain avec des chatbots un peu de première génération. Maintenant, tu as des modèles de LLM qui permettent aussi de comprendre le langage natif. Et donc, c'est un mix des deux qui te permet d'automatiser toujours plus et toujours mieux surtout. C'est excellent. Et alors, tu parlais de Darty tout à l'heure comme exemple client. C'est un de vos clients ? Malheureusement, non. J'aurais pu... Tu l'as pris au hasard ? On a 250 clients, pas encore Darty, mais on les salue et on serait ravis. Bonne pub, j'espère qu'il y a des gens de Darty qui écoutent. Donc, ça veut dire que quand tu signes un nouveau client, il va falloir quelque part qu'ils vous donnent accès à leur donner la donnée des process, entre guillemets, enfin des choses qui sont à faire finalement, que vous faites pour eux ou pour elles. Combien de temps ça prend en fait de prendre la donnée d'un client comme Darty, on va dire Darty pour continuer même si c'est pas ton client, et de rendre autonome là où les agents qui vont travailler pour Darty ou pour client XYZ? Alors ça dépend des clients. Évidemment, ouais. Si je dois donner des ordres de grandeur, ça dépend aussi des verticales. Nous, historiquement, on a commencé sur le e-commerce. C'est des process qui sont très réplicables, en fait. C'est souvent les mêmes. En tout cas, c'est la même structure de pensée. Après, chaque marque va avoir sa politique, par exemple de remboursement, de suivi des retours, etc. Mais tu as quand même une arborescence commune. Donc nous, on a construit des templates de base de connaissances par verticale. Aujourd'hui, on bosse dans le e-commerce, mais c'est dans la banque, dans l'assurance, dans le travel, dans les marketplaces, les telcos, enfin, dans plein de verticales différentes, avec à chaque fois des templates. Et ensuite, notre travail, ce qui nous différencie d'un acteur plus traditionnel, c'est qu'on ne va pas travailler avec l'existant de nos clients, qui nous obligerait à faire des formations manuelles, à ne pas être au courant des changements, etc. On va absorber toute la connaissance du client dans un process d'onboarding qui dure entre 1 semaine et 1 mois pour les plus complexes. Qui est fait à notre charge par notre account manager, qui retranscrit tous les process de manière ordonnée dans une base de connaissances propriétaire OnePilot. Wow, le boulot. Pas tant que ça, une fois que tu as... Tu sais, c'est comme des acteurs comme Payfit, tu vois, lire des conventions collectives, ça paraît être un enfer. En fait, une fois que tu as codifié il y a des patterns qui se reproduisent. Tout est un peu pareil. Et donc, une fois que tu as codifié tout, tu n'as plus qu'à rentrer dans tes cases et tu as ce niveau de personnalisation que tu veux. Mais sans y passer trop de temps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, tu as une phase de formation qui est à 90% fait sur la plateforme sans intervention humaine. Et après, pour les 10% où tu as une valeur ajoutée à l'humain, on va mettre des formateurs comme les métiers traditionnels. Mais on vient de t'épurer 90% du travail, qui est un travail ultra redondant, de juste d'apprendre des choses qui sont A ou B, qui sont très binaires et que tu peux apprendre par la plateforme. Excellent. Donc là, la boîte a 4 ans. Ouais. Donc je le disais en intro, 25 millions d'ARR rentable, c'est assez fou. D'ailleurs, la façon dont vous avez construit la boîte, vous avez levé de l'argent, vous, ou pas ? On a levé de l'argent à 2 reprises au lancement, tout début. On lève avec le GFC, le fonds de requête Internet, juste pour lancer la boîte, pour construire les premières briques tech. Et après, on a relevé en 2022
une dizaine de millions d'euros, avec l'objectif de réaliser de la croissance externe et d'amener à la rentabilité. Okay. Ce qu'on a fait. Et les investisseurs sont OK avec ça, c'est intéressant. C'est eux qui vous poussent à amener la boîte à la rentabilité, ou est-ce que c'est une vision commune? Comment ça fait? Alors, c'est une vision assez pragmatique des choses. Après, les choses évoluent. C'est-à-dire que l'allocation des ressources, c'est en permanence, tu la rediscutes. On pourra peut-être en parler, mais nous, on a une grosse culture du reporting. Donc, tous les mois, on sort un truc qui fait 50 slides où on regarde concrètement ce qui s'est passé et on essaye d'en tirer des apprentissages. Et ça permet de recalibrer en permanence de manière la plus pragmatique possible. Et on en est arrivé à cette conclusion pour construire une boîte saine que c'était la bonne direction à suivre. Dans ces 4 ans, du coup, il y a eu une acquisition, entre autres, qu'on va évoquer aujourd'hui. Puisque cette acquisition, elle vous a forcément apporté des challenges, c'est logique. Et comme on est sur un podcast, on parle pas mal de produits, il y a bien sûr des choses qui sont passées d'un point de vue produit, mais le produit, c'est tellement large que bien sûr, ça a touché autre chose. Donc, je veux que tu me racontes un petit peu, c'est quoi cette acquisition? Elle se passe quand? Pourquoi? C'est quoi la mission de l'acquisition? Je veux que tu me donnes un peu de détails pour qu'on commence à débroussailler un peu le terrain, là. Ouais. Alors, pour donner un tout petit peu de contexte, 2021, on lance OnePilot. La première année, on fait 1 million de revenus. La deuxième, on fait 3 millions. La troisième, on fait 9 millions. Et on commence à arriver, donc fin 2023, on est à 9 millions. Et on commence à arriver sur des plus gros comptes, avec des cycles de décision un peu plus longs, souvent des appels d'offres, où tu as 2 bloqueurs un peu, qui ne sont pas tes bloqueurs, on est 100% en mesure de délivrer, mais tu as 2 bloqueurs qui sont plus, on est une boîte jeune, donc tu ne passes pas forcément au travers de tous les RFI, de tous ce que demandent les services achats de plus grands groupes. Et autre bloqueur, c'est tu as des temps de décision et des temps de changement de prestataire qui sont beaucoup plus longs. Donc on se dit, OK, si dans un an, on veut être à 25 millions, qui était l'objectif, et on veut avoir des plus gros comptes, il va falloir accélérer ça parce qu'on ne va pas signer dans l'année 15 millions de gros comptes. C'est pas que le produit n'est pas prêt, c'est simplement que ça prendrait trop de temps en fait. Pour les lancer. Donc on décide d'avoir un track un peu double de croissance organique. L'air de rien, sur l'année 2024, on aura quand même rapporté quasi un peu plus de 8 millions de nouveaux revenus. Donc l'organique se portait quand même bien. C'est excellent. Mais de le pousser avec une acquisition d'une boîte qui s'appelle Eodom, qui est implantée là depuis 15 ans, depuis 2007. Un peu plus de 15 ans même, et qui a une spécificité d'avoir beaucoup plus de gros comptes que nous, historiques, et une volonté d'intégrer des nouveaux outils. Donc c'est un peu ça l'histoire de l'entrée. Donc vous achetiez quelque part, d'une part, le portefeuille client, puisque eux ont passé ces cycles de vente qui sont longs, en ayant déjà un portefeuille client. Et donc la deuxième chose, quand vous faites l'acquisition de cette boîte, c'est quoi? Tu disais, c'est sur les outils peut-être internes qu'ils utilisaient? Ouais, une vraie volonté il n'y avait pas vraiment d'outils internes, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le business traditionnel de l'outsourceur, qui est j'achète, entre guillemets, si j'aime pas le mot, des gens, et je les revends. Et avec une marge, et c'est tout. Et je ne me préoccupe pas de comment ils travaillent, quels outils ils ont. Je leur donne un ordinateur et ils se débrouillent avec l'ordinateur et ce que me donne le client. Société de service, finalement? Exactement. Ouais, ok. Et donc vous rachetez, donc, stratégiquement, c'est le portefeuille client majoritairement la raison du rachat? Oui, principalement. Ok. Donc ça, c'est en 2000 combien? C'est janvier 2024. Je vais te faire jongler avec les dates. Janvier 2024, ça fait un an tout pile. Quasiment tout pile, à 2 mois près. Ouais, exactement. Ok. Et donc là, il y a un challenge un peu stratégique produit qui se passe, qui est que lors du rachat, j'imagine que quand on fait un rachat, c'est quand même pour qu'il y ait des bénéfices côté OnePilot sur... ça peut être plein de choses d'ailleurs, tu vas nous dire, c'est peut-être quoi quand tu rachètes cette boîte, c'est quoi la métrique que vous regardez pour savoir pour faire en sorte que cette acquisition réussisse finalement? On a regardé évidemment la composition du portefeuille client, mais ça c'est commun à tous les rachats. Mais ce qui nous intéressait en soi, c'était de voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir apporter comme valeur. Ouais. Parce que si c'est juste pour additionner du revenu bêtement et rien changer, l'intérêt est beaucoup plus limité. Donc c'est quelle valeur on va pouvoir apporter. Donc là tu regardes les chiffres, on pourra en parler sûrement, mais il y a des gros KPI que tu traques. Et après, on est rapidement arrivé à une conclusion, si on veut repartir sur le produit quand même, c'est le fait de dire que
nous, OnePilot, depuis le début, on est construit comme une boîte qui est centrée autour de notre produit, notre technologie et de ce qu'on apporte comme valeur grâce au produit. Et donc, on ne voulait pas perdre cette culture non plus. Et donc, on s'est dit, il faut rapidement que, au-delà des bénéfices financiers ou opérationnels qu'on va apporter, même en termes de culture, il faut rapidement que l'ensemble du groupe soit centré autour du produit, de la tech, et qu'on ait une manière de fonctionner commune. Donc, c'était le gros enjeu. Et à partir de là, on a construit un plan d'intégration, on a mis en place les choses qu'il fallait pour ça, mais c'était vraiment le constat de base. D'ailleurs, c'est une question qui me vient en tête un peu live, là, c'est à partir de quand tu considères que ça y est, une société est vraiment intégrée, si on peut le dire d'ailleurs. Est-ce qu'elle est vraiment une société complètement intégrée un jour ? Ou est-ce que, quelque part, il y a des effets collatéraux qui se passent des années après, peut-être, tu vois, on peut imaginer qu'il y a des équipes qui adhèrent jamais au projet, au nouveau projet, et qui restent pas, des technos qui sont tellement compliqués à intégrer, qu'il y a trop de dettes, et que, en fait, finalement, on va tuer une partie du produit. Enfin, est-ce que tu vois, est-ce que tu arrives à te projeter là-dessus précisément, ou c'est peut-être un peu frais ? Je pense qu'il y a trois éléments principaux. Est-ce que le produit, est-ce que le produit est utilisé de la même manière partout ? Ça, c'est évident. En tout cas, dans le cadre d'une boîte qui est centrée autour du produit, est-ce que le produit qu'on vend et le produit qu'on utilise au quotidien est le même dans les deux entités ? Ça, c'est assez facile à voir. Ensuite, tu as les deux choses qui se recoupent un peu, mais qui pour moi sont assez différentes, c'est les process internes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va vendre, par exemple, comment est-ce qu'on va opérer au quotidien, etc., les process RH, etc. Donc, est-ce que les process sont alignés ? Est-ce qu'on n'a plus qu'un seul process commun pour toute la boîte ? Et peut-être que le troisième, et c'est sûrement le plus important, c'est la culture. Et est-ce qu'on sent qu'il y a un sentiment d'appartenance à une même culture commune ? Et donc, on regarde ce qui est fait au quotidien de la même vision et ce qu'on veut construire ensemble dans le même sens, quoi. C'est mesurable, ça, la culture ? Non. C'est dur, hein ? Non. Il y a forcément ce qui te vient en tête directement, c'est satisfaction des employés, par équipe, etc. Mais c'est pas... C'est très biaisé quand même. J'y crois pas trop, je pense que ça se sent. C'est intéressant, ça se sent. Ouais, je ok. pense. Et tu crois pas que tu es biaisé en tant que dirigeant d'une boîte ? Forcément, tu as le cliché un peu de dire les gens qui sont pas d'accord, ils vont quand même faire un sourire, tu vois, devant toi. Et peut-être que ce sentiment, il se propage plus dans les équipes opérationnelles parce que les gens parlent plus. Enfin, tu vois, c'est un peu le cliché de l'entreprise un peu agressive, tu sais. Non, je pense pas. Je pense que si on fait bien les choses, on le sent. Et si on va dans le mauvais sens, on le sent aussi. Et que c'est difficilement mesurable, mais que tu sais si tu vas dans le bon sens ou pas. Cool. Revenons à nos moutons. Donc sur cette acquisition, en off, on s'était dit que ce serait pas mal de figer ça sur une ou deux métriques, tu vois, qu'on pourrait suivre et sur lesquelles on pourrait faire un peu un avant-après. Je sais qu'on a parlé d'EBITDA pas mal. Qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a quelques KPI qu'on suit. Peut-être qu'on va essayer de croiser ce sujet d'EBITDA et les KPI. Complètement. Bon, l'EBITDA, c'est un peu... c'est comme dans un compte de résultat, d'ailleurs, c'est ce qui vient au bout, c'est le juge de paix, un peu, c'est ce qui arrive au bout. Si on veut partir de là, qui est un peu la résultante de tout ça, on a Eodom, on arrive en janvier 2024, du coup, on faisait 6 millions de revenus sur Eodom, avec un EBITDA qui était pas, un peu légèrement positif, mais autour de 100 000 euros, donc autour de 2-3%. Et un an après, les conséquences de l'intégration, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les métriques intermédiaires, mais les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on est à 25% d'EBITDA, entre 20 et 25% d'EBITDA, donc en gros, on fait plus d'un million d'EBITDA sur la boîte, puisque le revenu a légèrement augmenté, 10%, ce qui est plutôt bien dans un contexte d'acquisition où souvent tu te dis que les chiffres vont descendre. On a réussi à le monter. Comment est-ce qu'on a fait ça ? C'est grâce notamment à l'intégration du produit et à ces KPI intermédiaires qu'on suit beaucoup et qu'on suit dans tous ces reportings de tous les mois. Mais du coup, si je devais les lister, c'est ça ? Ouais, avec plaisir. Donc je commence, il y a 6-7 fois plus d'EBITDA globalement. Évidemment, il faut bien aussi avoir en tête que c'est pas que de la magie, c'est qu'on passe d'une boîte de service à une boîte qui est soit hybride, soit je sais pas comment tu la considères, full produit aujourd'hui, Eodom. Et effectivement, je veux bien que tu me dises un peu les KPI intermédiaires que tu regardes depuis un an et depuis le rachat, quoi. Ouais. Donc, nous, on a tous les mois, on va suivre, je crois qu'il y a plus de 250 KPI. Wow. C'est
Parfois, t'es un peu perdu, mais je suis persuadé que c'est bien parce que ça permet de réajuster des micro-trucs en permanence et c'est important. Tu nous as pas menti sur la culture du reporting. Et c'est important. Et les principaux, ça va être des choses où ton produit, la pénétration de ton produit, la qualité de ton produit influe directement. Typiquement, il y en a un auquel je pense immédiatement, c'est ce qu'on appelle... Alors, c'est nos petits jargons, désolé par avance. On va les expliquer. Ce qu'on appelle Ops Efficiency, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est ton management, qui est donc ce qui va être optimisé, le management de tes agents. Donc, c'est quelque chose d'assez opérationnel. C'est les gens qui font les emplois du temps, la qualité, la formation, etc. Combien il te coûte par rapport aux revenus que tu gères. Donc, en gros, combien de revenus mensuels tu peux gérer avec... on a un proxy qui est 5 000 € de dépenses de management, qui est grosso modo en fait, le coût chargé d'une personne, mais bon, ça dépend des salaires évidemment, mais grosso modo c'est ça. On commence avec EODOM, on était à 20 000 € de Ops Efficiency. Donc ça veut dire qu'une personne, grosso modo, gérait 20 000 € de revenus mensuels. Okay. Pour être très honnête, c'est faible, c'est très faible, d'autant plus que tu es sur des gros comptes. C'est-à-dire que les 6 millions, on les fait toujours avec 18 clients, donc des très gros comptes. Et donc, tu avais un peu plus de 30 personnes juste en opérationnel. Pour te donner une image, sur OnePilot, on était à 1,5 fois plus d'Ops Efficiency, donc à 30 000 €, mais avec 250 clients. Et donc, en fait, t'imagines bien que gérer des petits comptes, c'est beaucoup plus difficile que de gérer des gros comptes. Et sur des comptes similaires, on était à une Ops Efficiency qui dépassait les 70 000 € sur des comptes de taille similaire. Parce qu'il nous suffit, pour gérer un compte à 70 000, on va pouvoir le faire avec seulement un opérationnel, là où tout le marché va le faire avec 3-4 personnes au minimum, et de manière beaucoup moins efficace, à mon humble avis. Donc 3 fois plus quand même. Ouais. Et donc ça, l'idée c'est... Comment est-ce qu'on construit une roadmap pour aller intégrer le produit le plus rapidement possible, pour libérer du temps au manager, pour qu'il puisse aller faire d'autres clients et augmenter l'Ops Efficiency. 1 an après, on est à plus de 40 000 € sur EODOM. Donc on a plus que doublé. Et entre-temps, on a pris plus 10% sur les clients existants de volume. Donc ça, c'est un premier truc qui fait que tu mets toute ta couche applicative de staffing. Les gens font plus les staffings parce que de toute façon, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que la personne soit là le samedi à 14h. Que ce soit un humain ou une machine qui ait dit qu'elle devait être là. Franchement, si tu peux le faire par une machine, l'humain, il sera occupé à faire des trucs beaucoup plus intéressants. Ouais, ça, c'est l'implémentation de la couche applicative. Ensuite, tu as plein d'autres métriques. Les choses auxquelles on peut penser, c'est par exemple... On va pas faire les 250. Hein. Non, on va pas faire les 250, promis. Les choses auxquelles tu peux penser, par exemple, tu as quelque chose qui joue beaucoup sur le revenu aussi dans nos métiers, c'est ce qu'on appelle la qualité de service. En gros, tu vas être une marque d'artiste, si on veut continuer. Tu dis, moi, je veux que vous répondiez, évidemment, dans l'idéal, à 100% de mes demandes sous 2 minutes. Évidemment, c'est dur d'atteindre 100%, mais on était à 80% de qualité de service. Pourquoi ? Parce que c'est lié au fait que t'es beaucoup moins, quand tu es dépendant de l'humain, surtout à toutes les strates, en fait, tu es beaucoup moins flexible, tu es beaucoup moins scalable. Et donc, si tu as des pics de volume qui sont inattendus, tu t'adaptes beaucoup moins aux pics de volume, tu formes moins vite les agents et tu y arrives moins. On a monté cette qualité de service on était à 80, on est monté à 95%, juste en intégrant les formations automatisées des agents, le routing des tickets. Nous, on est capable, comme on est intégré à tous les outils ticketing, on est capable si tu n'as rien à faire sur un client, eh ben on va te router les tickets d'un client qui est en difficulté sur lequel tu es formé. Ça, c'est des choses qui sont possibles que tu es complètement intégré, ton produit complètement intégré dans les outils des clients. Excellent. T'en as une troisième ? Une troisième... Ou je te prends de cours. Non, tu ne prends pas de cours. Non, t'as un troisième, ça peut être... C'est assez lié, mais c'est ta capacité à augmenter ton capacitaire. C'est-à-dire que tu es monsieur Darty, tu me dis, OK, on n'a pas prévu, en fait, on a fait un code promo qui a généré plein de ventes, on va avoir quelques retours additionnels. Demain, sous 48 heures, j'attends à avoir 2 fois plus de demandes. Okay. Le capacitaire... Là, il faut être capable d'annoncer à son client en permanence
Et nous, ça, on le permet depuis la plateforme OnePilot. Dans les BPO traditionnels, c'est un humain, tu dois demander à ton Django manager. Donc, si c'est le week-end, pas de bol, t'es pas au courant, mais nous, c'est facile à demander. Et le monde du BPO traditionnel te permet d'augmenter de 10% par tranche de 10% en flottant en permanence. Et ensuite, tu veux ajouter des tranches de 10%. Tu as besoin de 15 jours à chaque fois de formation en moyenne. Donc c'est 10% de plus de capacité, c'est ça en fait, du volume finalement. Si tu me dis, au lieu de traiter 100, tu veux que tu traites 110, je peux te le faire 110, ça va, 115, je ne passerai pas, à moins que tu me prévenu 15 jours avant. Ça, c'est le monde du BPO traditionnel, parce que je vais devoir former des gens, je vais devoir rechanger mes staffings, je vais devoir faire tout ça. C'est du volume de requêtes quand on parle des pourcentages, c'est ça. Exactement. Nous, tout est automatisé. Et donc, on va pouvoir automatiquement, si tu nous fais une demande, former plus d'agents, etc. et on fait 30% sous 48 heures et 100% sous 15 jours. Donc c'est massif en termes de flexibilité. Si tu veux comparer, tu vois, c'est souvent, si tu as une infrastructure par exemple sur le cloud, et tu scales, tu vois, Amazon, tu fais 3 petits clics et puis tu as un nouveau serveur. Si tu es on-premise, en fait, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui aille connecter les serveurs et on s'en reparle dans 15 jours. Et attends, tu dis former les agents depuis tout à l'heure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'essaie d'imaginer, et pour aider aussi les auditeurs, auditrices ou les gens qui regardent sur la chaîne YouTube, j'essaie d'imaginer comment un agent, tu vois, il arrive sur son espace, j'imagine OnePilot. Peut-être que c'est en marque blanche, je ne sais pas d'ailleurs. Non, c'est une plateforme 100% OnePilot. Okay. Donc l'agent, il arrive, on va te montrer évidemment des analytics sur tout ce que tu as fait ce mois-ci, etc. Mais ensuite, on va te montrer des choses beaucoup plus intéressantes qui sont, tu peux avoir ton emploi du temps. Donc tu peux prendre des shifts même sans, tu vois, si jamais tu veux te connecter un samedi à 2h du matin, tu te connectes, tu peux faire des tickets sur OnePilot. Tu n'as pas besoin d'aller appeler ton manager, etc. D'accord. Et surtout, tu as accès à une base d'entraînement avec des faux tickets, etc., des formations automatisées que tu peux faire quand tu veux, une académie. Excellent. Ensuite, donc ça, c'est pour ta préformation. Et après, sur ta formation continue, tu vas avoir, quand tu reçois un ticket, tu as une base de connaissances qui est toujours la même, OnePilot, avec la même méthode de pensée, qui est aidée par l'AI, c'est-à-dire que tu as l'AI qui va naviguer automatiquement dedans pour te faire gagner du temps, te faire des checks, te pré-résoudre des choses, te reformuler des réponses, etc. Et ensuite, une fois que tu as envoyé ton ticket et que tu as répondu à l'utilisateur, tout le feedback qualité va être fait de manière automatique sur la plateforme. Dès que tu te connectes, tu vois tous les trucs que tu aurais pu mieux faire. Tu es obligé évidemment d'en apprendre. Et comme ça, au prochain coup, tu es meilleur. Excellent. Là, tu nous as parlé donc de 3 métriques en particulier. On a compris qu'il y en avait beaucoup plus. Mais si on se fixe sur ces 3 métriques-là qui ont dû évoluer du coup depuis le rachat de Eodom, c'est ça, je ne me trompe pas sur l'organisation des boîtes. Tout à fait. Moi, j'aime bien prendre un peu, tu vois, et je t'en avais parlé avant d'enregistrer, tu vois, les 5-6 volets dans la boîte qui ont dû changer, sur lesquels vous avez pris des décisions pour pouvoir atteindre ces métriques suite au changement. La première, c'est d'un point de vue produit. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement depuis l'acquisition d'Eodom, soit dans la promesse Eodom, soit chez OnePilot, soit entre les deux d'ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue produit? Alors, d'un point de vue produit, comment est-ce que ça s'est passé? Au début, on a fait une phase d'audit où on s'est dit, OK, on a cette ambition, elle est claire, c'est avoir un seul produit, etc. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va mettre le produit OnePilot? La question n'a pas été de mélanger 2 produits parce que de toute façon, il n'y en avait pas côté Eodom. C'était de service à nouveau. Il y avait quelque chose, il y a quelques trucs, mais on pourra en parler notamment dans la réorganisation des équipes et des process. Mais on s'est dit, c'est le produit OnePilot, et en accord avec toute l'équipe Eodom. On s'est dit, c'est le produit OnePilot qui doit être utilisé partout. Donc comment est-ce qu'on fait? On a fait des ateliers où on a quand même compris tous les bloqueurs qui sont inhérents à... Tu as des typologies de comptes différents ou même des habitudes qui sont différentes avec les clients. Tu peux pas arriver et dire à ton client maintenant il y a tout qui change, c'est plus la même. Il faut quand même faire des compromis qui doivent pas être des compromis structurés, qui doivent pas toucher aux fondations de ton produit, parce que sinon tu dénatures tout. Mais par contre, typiquement, un exemple très bête, sur des grands comptes, nous on avait avant sur le calendrier, donc les emplois du temps, on avait des créneaux de 2 heures. Et donc, c'était que des créneaux de 2 heures. En gros, on te disait, tu peux activer OnePilot quand tu veux, de 7 jours sur 7, de 7h à 1h du matin, mais c'est 7-9, puis 9-11, puis 11-13, etc. Tu travailles 2 heures, en fait, tu peux pas faire moins. Voilà. Et pas plus? Et si, tu peux faire 2 créneaux de 2 heures, si tu veux. Okay. Mais dans ce cas-là, c'est 4 heures. Et en fait, ça arrive là, ça, c'était valable pour les agents et pour les clients.
Ça marche très bien sur les petits comptes, ils comprennent, il n'y a pas de souci. Quand tu as un client beaucoup plus gros, comme Decathlon, par exemple, qui est un de nos clients, il te dit, je veux commencer à 8h30 et finir à 17h30. Et avant ça, je veux qu'il y ait une pause déjeuner qui doit durer 45 minutes. C'est pas possible. Tu peux pas dire, ah bah non, nous, en fait, on marche par créneau de 2 heures. Ça marche pas. Donc là, tu as 2 options. Tu as toujours 2 options. C'est est-ce que tu tweaks ton produit ? Est-ce que tu tweaks la manière dont tu utilises ton produit et donc tu vas mettre par exemple des rappels, tu vas dire ok, on les staffe sur du 9-11, mais en fait il faut leur dire qu'ils doivent commencer à 9h15. Parfois il faut le faire, c'est jamais très bon parce que tu crées beaucoup de dettes et après ça devient compliqué à maintenir dans le temps. Ou est-ce que tu le fais évoluer ? Donc là, on a eu une grosse refacto pour le faire évoluer vers quelque chose de beaucoup plus adaptable, mais qui a été déployé, tu vois, sur les 2, donc ça a mis un peu de temps, mais ça a été déployé sur les 2 entités, Eodom et OnePilot, et maintenant tu fais des créneaux à la minute. Si tu as un client et que tu me dis je veux commencer à 8h47, on commence à 8h47, il n'y a pas de sujet. Donc ça, c'est une adaptation du produit à la cible, donc, voilà. Qui était une cible plutôt grand compte, que Eodom avait dans son portefeuille, puisque c'est pour ça que vous avez racheté la boîte. Ouais. Et donc c'est la première grosse modification produit que vous avez dû faire dans OnePilot pour l'adapter à cette cible. C'est un exemple de modification. Après, tu as plein d'autres choses, mais en fait, il faut arriver à adapter ton produit. Et en général, l'impression que j'ai, c'est que c'est souvent vers plus d'ouverture et plus de côté un peu plus agnostique des choses. Typiquement, nous, historiquement, on facture que à l'acte, donc c'est-à-dire tu me payes pour un ticket répondu. Ouais. Tu veux me dire, par exemple, c'est 1,95€ le ticket répondu. Le monde du BPO traditionnel ne facture quasiment que à l'heure. Donc, comment est-ce que tu fais pour adapter ça ? Tu adaptes ton produit pour être capable de facturer aussi à l'heure. Ça, on l'a fait. Et c'est très bien parce que tu as plein de typologies de clients et comme ça te permet de signer après des grands comptes. Donc ça, c'est plein d'adaptations produits qu'on fait en lien entre les équipes. Évidemment, c'est des ateliers avec les équipes opérationnelles. Tu comprends comment est-ce qu'elles bossent. C'est guidé par les équipes produits, mais aussi par tout le monde, quoi. Ça vous a pris combien de temps, les modifs produits là, que tu évoques ? Et j'imagine qu'il y en a eu d'autres en plus. Ouais, il y en a encore qui sont en cours. Il y en a encore qui sont en cours, mais on a eu 6 mois de gros développement. Ouais. Après, l'avantage, c'est qu'on a un produit, nous, qui est très modulaire. Depuis le début, on évoque un peu, tu vois, l'emploi du temps, l'académie, la base de connaissances. Et donc, tu peux implanter brique par brique. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Tu implantes brique par brique, en fait. Juste pour précision, tu as dit BPO plusieurs fois depuis le début. Pardon. Aucun problème, t'inquiète pas, c'est mon Business Process Outsourcing. Ok, donc ça c'est le secteur, en fait, l'activité dans laquelle OnePilot et Eodom se sont fondés. Les BPO, c'est des Business Process Outsourcers, c'est le terme technique pour ce qu'on fait. C'est vrai que s'il fallait dire ça à chaque fois, on serait mal barré. Je pense qu'on aurait passé l'épisode à dire business. Mais c'est très marrant. Tu sais que quand on a monté OnePilot, je savais même pas ce que c'était qu'un BPO et on a mis genre 2 mois à comprendre qu'en fait ce qu'on faisait, c'est ce qu'on fait en fait, c'est du BPO, mais on savait même pas. Ça, c'est quand t'es pas insider, que tu viens pas du secteur. T'as des réalisations. Ok, donc ça, c'est d'un point de vue produit. Donc, ce que je comprends, je pense que tu l'as bien résumé, si on reprend ce volet produit, à nouveau, pour aller dans votre objectif qui était de monter les bidas d'Eodom. Ce que je comprends, c'est que d'un point de vue produit, il faut pouvoir s'ouvrir un peu à ouvrir ton produit, en fait, adapter ton produit, même si vous êtes l'acquéreur. Il faut adapter son produit à ce que tu viens chercher en achetant la boîte, à savoir ici, c'était l'ouverture vers une cible plus grand compte, quoi. Et donc adapter, j'imagine, tout ce qui est sous-jacent à ça dans le produit, quoi. Tout à fait. C'est ça majoritairement. Tout à fait. Majoritairement, c'est tu fais des ateliers, tu comprends comment est-ce que les gens bossent, et là, tu fais toujours des choix entre... J'ai l'impression qu'il y a un peu 3 voies, c'est tu changes la manière dont les gens bossent, tu changes ton produit, ou alors tu changes la manière dont tu vas utiliser ton produit pour que ça passe sans changer la manière dont ils bossent. Et après, il faut panacher à chaque fois, pas tout casser, mais en même temps aller vers une intégration produit, quoi. Est-ce que donc maintenant que vous avez modifié le produit, j'imagine que maintenant vous vendez OnePilot à des plus grandes boîtes aussi. Est-ce que d'un point de vue go-to-market / distribution / product marketing, donc plein de mots, mais en gros pour dire tout ce qui va être en front avec vos prospects, il y a des choses qui ont changé dans la manière dont vous le vendez peut-être, la manière dont vous marketez et brandez l'offre. Est-ce qu'il y a eu des changements de ce point de vue-là ? Alors on a un peu amélioré... On a amélioré le produit, évidemment, sur certains aspects. Par exemple, on a plus de transparence sur les agents humains, etc. Okay. Ça, c'est des choses... des learnings qu'on a eus et qui sont retranscrits dans le produit. Ces learnings, on les a aussi mis dans la manière dont on pitch OnePilot, évidemment.
Après, on fait aussi attention, nous, à toujours garder un peu notre ADN. Nous, on fait le meilleur mix entre l'humain et la tech. Et on n'est pas là non plus juste pour vendre de l'humain. Et si les gens veulent acheter pas cher des agents qui travaillent sur des machines à écrire à l'autre bout du monde, c'est pas notre truc. C'est vrai que c'est assez clair sur votre page. Redéfinir l'externalisation avec le bon mix humain-AI. Ça, c'est IA d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. C'est la hero section du site que je viens de regarder. J'ai regardé tout à l'heure et tu m'as fait... t'as très bien dit les choses. On prend tout. Cool. Donc ça, c'est pour la distri. Mais en tout cas, à nouveau, dans l'objectif de monter les bidas d'Eodom, il n'y a pas eu de gros changements d'un point de vue distri et go-to-market. Vous avez gardé votre ADN, qui est la vision finalement de OnePilot. Ouais. Et il n'y a pas eu de gros changements de dialogue. Non, la manière dont on pitch, elle ne change pas. Okay. La manière dont on vend, elle ne change pas. Non. Ok. D'un point de vue orga, donc orga / équipe, est-ce qu'il y a eu des changements? Donc, bien sûr qu'on imagine bien qu'il y a eu une fusion des équipes. Je ne sais pas d'ailleurs, tu vas me dire comment ça a été fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais évoquer qui ont changé? Ouais, alors... Encore une fois, là-dessus, si on centre sur le produit, c'est ça? Ouais. Très centré produit, on a fait le choix, c'était de dire, donc il y avait quand même une équipe technique chez Eodom, etc. Et en fait, on s'est dit, on va séparer les deux choses. Donc d'abord, sur l'existant Eodom, il y a quand même t'imagines bien qu'il y a des choses... il y a quand même un peu de code, un peu de produit, toujours dans toutes les boîtes. Ça, on va faire on va mettre une seule personne qui va faire juste du debugging sur un système il faut qu'on l'appelle quand il y a un vrai problème sur des systèmes qui ne sont pas encore migrés. Et lui, il va gérer pour mettre les sparadraps. Mais on n'investit pas là-dessus. C'est un responsable côté Eodom. Ouais. Des problèmes techniques du maintien de l'existant pour que rien ne pète de manière dramatique, mais on ne fait pas d'évolutif. Ingénieur, développeur C'est plus système admin. D'accord, système admin, okay. Qui va remonter les problèmes. Qui va remonter et qui va les gérer, et qui va gérer. Mais on n'investit pas de temps à faire de l'évolutif ou à développer de nouvelles choses. Et ensuite, côté équipe, on place tout sous les process OnePilot sur, typiquement, nous on a... Évidemment, tu peux faire des feature requests, donc demander des nouvelles choses. Ça, on a beaucoup éduqué, on a fait des gros ateliers dès le début sur toute l'équipe Eodom. Comment est-ce que tu demandes des améliorations de la plateforme? Comment est-ce que tu suis tes améliorations demandées? Comment est-ce que l'équipe produit va les prioriser, etc. Et ça, on explique beaucoup. Et on focus vraiment que sur qu'est-ce qu'on peut faire sur l'application OnePilot et pas juste... Le reste, c'est du debugging et le but, c'est de migrer le plus vite possible. Même souvent, dès qu'il y a un bug, on dit ok, est-ce qu'on peut pas précipiter la migration vers les autres systèmes plutôt que de réparer le bug? Après, souvent, tu dois réparer les bugs parce que ta migration n'est pas prête. Mais bon, c'est la vie. Mais tu investis le moins de temps possible sur ça. Ok. Est-ce qu'il y a eu des mouvements, c'est-à-dire des recrutements ou autres? D'ailleurs, au niveau des équipes, tu as eu un besoin de recruter des experts pour la migration, pour la fusion des deux, enfin pas la fusion, du coup, l'acquisition de cette boîte? On a mis à refaire, on ne sait pas. On fait parler des erreurs aussi. Hein. Ouais, on fait beaucoup de. Non, on essaye toujours d'apprendre de ce qu'on a fait. C'était la première fois. C'est pas. Ouais, de fou. Tu fais des erreurs, c'est normal. Ouais. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une personne de notre côté qui était coordinateur côté OnePilot, qui était coordinateur de tout ça et donc qui organisait les ateliers avec tout le monde. Le but, c'est que tout le monde soit dedans, donc que ce soit participatif, mais qui organisait tout et qui était responsable du timing de migration, qui n'est pas juste une migration produit, qui est aussi une migration sales, ops, etc. Et ça, c'est Manon qui a fait ça, qui est à la base responsable de la sécurité et des certifications, etc. Enfin, chez OnePilot, chez OnePilot, ouais. Okay. Et qui s'est occupée aussi de faire la direction de projet là-dessus. Ouais. Elle l'a magnifiquement fait et on a arrêté au bout d'un an, là, donc ça a mis un an quand même, où on faisait Donc, tu avais un comité mensuel où on regarde spécifiquement où est-ce qu'on en est sur tous les briques d'intégration. Et ensuite, tu fais que des ateliers ad hoc qui sont où tu vas recueillir les idées, les avis, les méthodes de fonctionner de tout le monde. Et après, tu as aussi un gros travail de formation des gens sur comment tu utilises... Mais c'est des trucs qui sont bêtes, qui sont même pas du produit, T'as un exemple qui sont pas des fusées, hein, c'est pas de l'envoi de fusée, mais c'est quand tu passes de Teams à Slack par exemple, et tu fais des ateliers de formation, tu vérifies que tes credentials Teams ils soient bien migrés, que si tu as des fichiers partagés qui soient bien migrés, etc. Enfin tout ça c'est du travail. C'est Manon qui faisait les formations. Et
elle en a fait énormément. Ouais. Et après, parfois, quand il y avait des gens qui étaient très spécialisés dans des points, elle les faisait intervenir, quoi. Donc c'est des externes qui venaient former... Non, des gens en interne. Des gens en on interne. a une grosse culture, mais ça, tu vois, c'est peut-être quelque chose qu'on doit apprendre à mieux faire. On a une grosse culture de l'interne, parce qu'on a toujours envie de faire un truc en plus pour la boîte, mais c'est peut-être des choses où il faut qu'on travaille aussi à s'ouvrir un peu. À s'ouvrir, ouais. Intéressant, parce que t'as les deux cas. Moi, je parle aussi avec plein de CEO qui se disent non, on fait tourne interne parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ça va plus vite, c'est notre connaissance. Donc il y a un peu deux écoles, ça dépend de ce que tu fais. Hein. Ouais, et puis aussi avoir ta patte. Moi, je pense que c'est aussi plus sur notre patte, tu vois. On réfléchit beaucoup sur les formations en ce moment, et moi, pour moi, des formations externes, peut-être que c'est une erreur et on en reviendra peut-être, mais t'as moins la culture, la manière d'expliquer, etc. T'as moins le vécu des gens que si tu demandes à tes managers d'aller former des gens, mais après ça prend du temps. Ouais, c'est clair. Il faut avoir le temps. Est-ce que tu arriverais à me dire au total quelle est la proportion de toute ton équipe chez OnePilot qui a participé à cette migration? Est-ce que d'ailleurs c'était un plan, ça? Quand vous avez racheté Eodom, vous vous êtes dit bon, on peut pas solliciter tout le monde, il y a aussi OnePilot à côté, l'historique à envoyer dans l'espace. Tu sollicites quelle proportion d'équipe? Non, très peu. Au final, très peu, et c'est peut-être qu'on aurait dû plus faire. C'est un des feedbacks qui a été remonté par tout le monde des deux côtés. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on s'est dit il faut que les gens, on a beaucoup de travail tous les jours, il faut que les gens restent concentrés sur leur travail et on ne veut pas les embêter. Et en même temps, ça intéresse tout le monde, donc il faut trouver le bon équilibre. Et là, c'était vraiment Manon qui s'occupait vraiment après, tout le monde travaillait avec elle, mais elle avait vraiment ça en lead, et peut-être qu'on aurait pu impliquer plus de monde, mais c'est un équipe qui est difficile à trouver, je pense. Sur les process, il y a des choses qui ont changé? Sur les process, non. Vous qui est une boîte très process à la base, non, sur les process produits, les choses changent, mais ils changent. Pour le coup, c'est très côté OnePilot. C'est pas l'acquisition qui a fait changer. Okay. En gros, on a dit, on va calquer. Voilà comment. On a dit d'un commun accord, on a dit voilà comment est-ce que ça marche côté OnePilot sur le process produit. On va le répliquer, et après. En un an, tu fais pas que de l'intégration d'Eodom, tu fais plein d'autres trucs, et donc tu as plein de choses qui changent, mais c'est tout. Et sur l'outillage, parce que donc il y a un truc intéressant, c'est que il y a deux choses. Sur l'outillage, il y a une cible qui est différente. Je sais qu'il y a des gros clients qui ne veulent pas travailler avec tel ou tel outil pour des sujets de données, confidentialité, sécurité, etc. Est-ce qu'il y a eu des mouvements là-dessus de votre part? C'est-à-dire qu'OnePilot a dû changer des choses ou passer des certifs, passer des passages de normes? Je veux bien que tu m'en parles. Ouais, c'est des choses qui sont nécessaires. Nous, on s'est fait, on a la certification ISO 27001, ISO 19250, après des choses plus RH comme EcoVadis, etc. Mais ces certifications, tu es obligé de les avoir si tu bouges sur des plus gros comptes. Tu as des questions de transfert des données qui sont très... c'est le rôle de Manon à la base, donc c'est pour ça que aussi. Okay. Et ça, c'est des choses... je pense que c'est pareil partout. Mais c'est intéressant parce que c'est pas juste des labels à tamponner, c'est aussi des vraies choses. Quand tu fais ISO 27001, tu améliores vraiment les choses. Il t'oblige à faire des pentests sur tes applications réguliers. L'air de rien, le pentest, oui, c'est chiant quand tu as des défaillances, mais en fait, tu les corriges et après, c'est mieux. Donc, non, c'est bien. Ok, donc il y a des normes, les SOC, tout le monde en parle en ce moment. Ouais. T'as payé Vanta pour faire ça? Non, pas encore. Mais ça fait mal. On coche toutes les cases. C'est toujours, tu dis, est-ce que j'ai la certification ou est-ce que je coche toutes les cases? On coche toutes les cases. Et donc ça, c'est pour les outils qui bougent parce que vous adressez de nouvelles cibles. Est-ce qu'il y a eu des outils dans vos process de collab avec les équipes d'Eodom, par exemple, ou autres, qui ont dû être changés? On a gardé le stack initial. Ouais. On était vraiment sur une intégration, c'est-à-dire on s'est dit, mais du coup c'est plus de la pédagogie que du changement. C'est-à-dire que on a gardé nos process, sur nos process produits, c'est vraiment tout le monde peut faire des feature requests, mais ensuite elles sont organisées dans une roadmap qui est priorisée, impact effort, etc. Et ça, on communique beaucoup à toute l'équipe sur comment est-ce qu'on priorise, pourquoi est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'il faut faire une feature request propre. Et donc ça, on l'a beaucoup travaillé.
Ok, hyper clair. Donc rien d'autre comme changement, sinon on a fait le tour là. On a fait le tour, je pense. Trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu des... Donc là, on a parlé beaucoup de l'avant, avant cette acquisition. Tu nous dis un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, là, à l'instant, sur plusieurs angles que je t'ai demandé. 1 an plus tard, c'est quoi ton recul là-dessus? Qu'est-ce que ça donne? Donc tu nous as dit, Eodom, en EBITDA, je crois que c'est 6 fois plus élevé après. Tu passes de 3 à 20% de mémoire, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous traquez, que tu trouves être une réussite, tu vois, des choses dont vous êtes content, parce que ça a l'air d'être une acquisition réussie finalement pour vous? Ouais, on est très content. Oui, il y a plein de choses, mais c'est plus de... Donc, tu as les chiffres qui sont évidents, on vient d'en parler, ce qui a permis aussi beaucoup à OnePilot d'atteindre la rentabilité. Ouais. Ça, c'est un point important. Parce que c'est Eodom qui permet à OnePilot d'atteindre la renta? Bah ouais, aujourd'hui, si on fait les maths, on fait 1 million, quasi 1,5 million presque d'EBITDA sur Eodom. Et sur le groupe global, on est rentable, mais on est rentable à moins de 1,5 million. Donc quelque part, c'est excellent. Légèrement moins. Donc ça va, on est les deux. Disons que OnePilot était quasiment à zéro et que Eodom a permis de faire une vraie renta. Ouais, c'est super. Donc ça, c'est bien. Et après, ce qu'on suit beaucoup, mais c'est beaucoup plus... C'est pas qu'on le suit du coup, mais c'est dès qu'on regarde derrière, c'est la question de, ta crédibilité sur le marché, elle est beaucoup plus forte. Plus t'es gros, plus elle est forte. Et plus t'as des gros comptes, des gros logos, plus qui sont contents en plus. Sinon, ça sert à rien de les avoir. Ouais, c'est clair. Mais c'est le cas, ils sont contents. Plus tu vas pouvoir pénétrer des nouveaux comptes. Et ensuite, tu as aussi une dynamique culturelle qu'il faut regarder sur est-ce qu'on a bien réussi à ce que tout soit un tout homogène. Et ça, c'est super important pour nous, parce que je pense que dans des boîtes qui sont jeunes, on a 4 ans, donc on est encore un peu jeune, le tout se fait sur la culture et la manière dont on bosse et les ambitions qu'on a ensemble, tous ensemble. Et donc, si tu maintiens ce noyau, cette cohérence, bah, tu peux te projeter sur la suite sereinement, quoi. Canon. Est-ce que dans ce parcours-là, sur l'année, il y a des erreurs que tu voudrais évoquer, que tu as faites, celles que tu peux communiquer si tu as envie d'ailleurs? Ouais. Non, bah, je pense qu'on en a fait 10 000. En fait, la question de la formation, de la communication, c'est un truc éternel, et je pense que parfois on a dû pas assez bien, on a du mal communiquer, mais c'est toujours très difficile à trouver parce que c'est ce que tu évoquais au début. Ouais. Tu te dis, j'ai pas envie de déranger les gens dans leur travail quotidien, du coup, ça c'est bon, on n'a pas besoin d'en parler, sauf qu'en fait, les gens après ils comprennent pas, et c'est légitime. Et du coup, comment est-ce que tu donnes le bon niveau d'information? Comment est-ce que tu impliques assez de monde dans les décisions sans en impliquer trop pour que ça ne devienne pas une usine à gaz? Ouais. Et donc, parfois, peut-être qu'on l'a fait un peu trop rapidement. Mais à la fin, quand tu regardes le résultat, il est bon. Donc, il faut faire mieux, mais pas oublier que le truc était plutôt bien à la fin, quoi. Tu as un conseil à donner à d'autres entrepreneurs ou dirigeants ou d'ailleurs des équipes juste qui sont... impliqué dans une acquisition? Il y a un truc que tu vois, si tu avais d'autres acquisitions à faire, d'ailleurs c'est ma prochaine question, que tu ferais différemment et que tu regarderais un petit peu avant? Ouais, je pense que c'est important d'aligner les attentes de chacun et le mode opératoire de ce qui va être fait de manière super claire et et vraiment clairement avant. Et c'est un exercice qu'on fait là... Parce que du coup, désolé, je devance ta question, mais on regarde d'autres choses. Mais bon, donc, t'es parti pour faire d'autres acquisitions potentielles? On regarde des choses. S'il y a des projets qui sont cool, on les fera. C'est pas agressif votre démarche, du coup? C'est plutôt une démarche passive, entre guillemets. S'il y a des projets bien, on les fait. Sinon, on va pas se forcer. Et justement, s'il y a des projets bien, c'est-à-dire qu'en fait, en amont, avant de finaliser quelque chose, tu vas aller... il faut rencontrer un maximum les équipes. C'est important. Ouais. Ça, peut-être qu'on l'a pas assez bien fait sur Eodom. On aurait dû rencontrer plus avant les gens. Passer du temps avec les équipes. Ouais, et en fait, bien sûr que tout va changer après, mais tout change tout le temps. Et ça, d'ailleurs, il faut l'expliquer aux gens que sur une boîte qui est jeune, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que les choses, elles changent. Et après, tu dois t'adapter en permanence. Et il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Et il faut tout, donc c'est très bien, mais il faut être conscient que c'est le cas, quoi. Après... Et que c'est plein de bonne volonté, mais que c'est comme ça. Et une fois que tu as... Et donc rencontrer les gens, leur expliquer ça va changer tout le temps, mais essayons de nous mettre d'accord sur un cap et sur comment est-ce qu'on va fonctionner. C'est-à-dire ce qui est attendu, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. C'est bête, mais souvent faire un organigramme aussi, même s'il est amené à changer après. C'est un truc qu'on n'avait pas fait.
c'est quelque chose qui est nécessaire. Un organigramme futur, du coup, de la future structure. Exactement. Ouais. Comment qui est-ce qui va report à qui est-ce qui va faire quoi, etc. En se disant, bien sûr, ça peut changer. C'est-à-dire qu'on va voir la réalité des faits, mais voilà ce qu'on prévoit de faire, et ensuite on s'y tient tant que possible, tant que c'est pragmatique. Je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de plan caché, quoi, de faire autre chose. Bien sûr. Après, si les faits montrent qu'il faut faire autre chose, tout le monde sera d'accord pour faire autre chose. Et ensuite, voilà ce qu'on va faire, et ensuite, voilà la manière dont on va bosser, comment on prendra les décisions sur à quelle rapidité, etc. Et une fois que tu es aligné là-dessus, franchement, tu peux faire plein de trucs parce que tu bosses de la même manière, quoi. Hyper clair, merci beaucoup pour ça. Peut-être une dernière question sur ça, c'est, tu vois, donc, moi je parle avec beaucoup de dirigeants de boîtes, en particulier des CEO, mais aussi des patrons d'équipe produit ou patronnes d'équipe produit. Et un truc qui revient beaucoup, c'est quand tu as des mouvements comme ça organisationnels, donc des équipes qui grossissent ou des acquisitions, tu peux avoir un effet qui est que la vision de la boîte devient un peu floue. Tu le sens en posant la question aux opérationnels, tu le sens dans les choix produits, les décisions, les sujets sur lesquels les gens travaillent. Où tu poses une question à une équipe, je sais pas, l'équipe tech au hasard et l'équipe business, ils parlent pas de la même vision. Et donc du coup en fait t'as un sujet, il y a un problème en fait, à un moment l'info est pas passée, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que t'as ressenti ça toi? On n'est qu'à 1 an, donc c'était encore un peu court. Est-ce que c'est un sujet pour toi? Est-ce que pas du tout? Non, c'est un vrai. De toute façon, c'est propre au fait de grossir. En fait, je pense que tu te mets une double difficulté parce que quand une boîte grossit, c'est normal, c'est pas pareil quand t'es 5, quand t'es 20, quand t'es 100, j'imagine quand t'es 500, c'est pas pareil, et donc t'as des dynamiques qui sont différentes avec des transferts d'informations qui sont de plus en plus compliqués, c'est normal. Et donc mécaniquement, quand tu vas absorber une boîte, tout d'un coup tu passes de nous on était genre je sais pas, on était 65 et on est passé à 100 d'un coup. Ouais. Et en fait, mécaniquement, tu as cet effet-là. Et en plus, tu as un double effet qui est que à la base, tout le monde ne s'est pas choisi dans un sens ou dans l'autre. Et donc, tu peux avoir des sujets de culture, etc., qui ne sont pas pareils. Quand tu passes un entretien dans une boîte, c'est pas juste la boîte qui choisit, c'est aussi toi qui choisis de rejoindre la boîte et qui te dis, OK, je le sens bien ou je le sens pas. Et donc, il y a un choix mutuel. Et après, si ça marche pas, au moins on peut s'en prendre chacun qu'à nous-mêmes d'avoir fait le mauvais choix. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est ça, forcément, tu as ça. Nous, comment est-ce qu'on le résout? Donc, on essaye de le résoudre. C'est qu'on communique tout le temps. Tu vois, je parlais des reportings mensuels qu'on fait. On fait aussi tous les mois, du coup, un espèce de rassemblement de tout le monde. Et toutes les semaines, une newsletter qui reprend ça. Où on va présenter les chiffres, évidemment. Mais aussi, on rappelle toujours les gros objectifs de la boîte. Et tu vois, sur 2025, par exemple, on a 4, et ça, on le martèle, et je pense que c'est important de le marteler. Et il faut toujours, ce que je dis, c'est à chaque fois qu'on fait un truc dans une journée, on se dit comment est-ce que je vais aider la boîte à atteindre un des 4 objectifs au moins. Moi, quand j'ai trop de trucs à faire ou je sais pas quoi faire, dans l'autre, je me dis, OK, les 4 objectifs, comment est-ce que je peux aider un des 4 l'un après l'autre? Et genre... je sais pas, tu vois, pour 2025, nous, par exemple, désolé, je suis lancé. Vas-y, go. Non, c'est d'atteindre au moins 35 millions tout seul, 50 millions si on fait une autre acquisition. D'accord. D'ARR, du coup. D'ARR. De le faire sous contrainte de rentabilité, c'est-à-dire que la deuxième option, c'est on doit rester rentable. Ouais. Et donc, la troisième, c'est de développer Autopilot, qui est notre outil de résolution par IA, pour qu'il augmente sa couverture parmi nos clients, sa pénétration parmi nos clients et son efficacité parmi nos clients. Et la dernière, c'est de garder la même culture de boîte et la même manière de fonctionner. Et donc, en fait, ça, on le répète tous, tout le temps. Et donc, en fait, quand tu te réveilles un matin et tu te dis, OK, est-ce que je dois dépenser ça? Tu te dis, merde, la contrainte d'EBITDA, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que je dois aller aider à faire de l'upsell sur ce client? Oui, ça va me permettre de taper mon revenu. Est-ce que je dois bien faire ma review RH? Oui, parce que ça va maintenir la culture. Tu vois, est-ce que je dois aller pousser ce tel client pour qu'il prenne Autopilot et qu'il fasse de l'automation de tickets? Oui, en fait, c'est important. Et donc ça, c'est comme ça qu'on essaye de faire. Trop bien. Merci Adrien. Est-ce que pour finir sur ce
ce sujet-là, tu as un truc à ajouter avant qu'on parte sur ton anecdote? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. On a fait un bon tour d'horizon. Hâte de l'anecdote. Bah écoute, let's go. Ouais, je prévois sur cette saison, tu seras le deuxième invité de la nouvelle saison à passer. Et donc, c'est tout nouveau pour moi. Mais je me suis dit que c'était hyper cool de pouvoir approcher quelque chose d'un peu différent et un truc qui t'a marqué, tu vois. Donc, je trouve que tu m'en parles un petit peu. Tu voulais parler d'un truc qui s'est passé au début de One Pilot. Ouais. C'est quoi le contexte? Alors, on parle de l'anecdote que tu... Okay, oui, elle était préparée en plus. Elle était préparée, très préparée. Non, la petite anecdote, c'est qu'au début, ce qu'on disait, c'est que One Pilot, on lance One Pilot, on ne sait pas ce que c'est qu'un BPO. En fait, on est un BPO, nouvelle génération, mais on est un BPO, donc on ne savait pas du tout. On est parti vraiment d'un besoin de se dire, nous, on est dans des boîtes, on aimerait bien ça, mais on s'en savait pas plus que là. Donc de là, on crée une espèce de... C'était pendant le Covid, donc on était tous confinés. Et donc on crée avec Lucas, Pierre, Kenza et Robin, donc c'est mes associés, et ils sont tous... Actuellement, on est tous très amis depuis, on se connaît tous depuis plus de 10 ans. Ah, c'est excellent, vous êtes rencontrés où? Lucas et Pierre, on s'est rencontrés quand on était petits, au collège, au lycée. Ah, waouh! C'est rare. Et Kenza et Robin, on a travaillé sur Covache ensemble pendant 4 ans. Donc on a monté la boîte ensemble. On s'est rencontrés au cours de cette boîte. Super. Et donc bref, ce qu'on se dit, c'est y a un besoin, on va créer une petite landing page. On crée une landing page et on la poste sur, je sais plus quoi, Product Hunt, et du coup... Sur Product Hunt, vous mettez une landing page? Ouais, on met une petite landing page, comme si tout marchait parfaitement avec le produit, limite mieux que ce qu'on a. Mais il y avait une volonté de remonter une boîte, ou c'était un truc un peu marrant? Ça nous faisait marrer. T'avais fini Cowash à l'époque? T'avais fini ton aventure? Ouais, on était en train de vendre Cowash. Ouais. Donc c'était en transition. Exactement. Ouais, okay. Et donc, on se dit, c'est marrant, ça nous fait marrer, on fait une petite landing, on la met sur Product Hunt et on la met sur des groupes Facebook. Ouais. Et il se trouve qu'il se passe rien, et on met une petite adresse mail. Combien tu fais de likes sur Product Hunt? Est-ce qu'on peut trouver cette page sur Product Hunt quelque part, ou... Alors je pense pas, parce qu'en fait on avait un nom qui devait être différent et dont je me souviens plus du tout, mais je chercherai. Ok, et donc qu'est-ce qui se passe? Donc tu dis que le lancement marche pas top. Non, en fait, c'est juste, on l'avait fait, ouais, on s'était dit, on va voir, on a mis une petite adresse mail, et finalement, il se trouve que on part en vacances, c'était sans vouloir accuser personne, c'était Lucas et moi, non, il y avait moi aussi, qui suivront l'adresse mail, ouais. Et il se trouve que, du coup, on part en vacances, en n'y pensant plus, quoi. Et on revient, et finalement, il se trouve qu'on se connecte que 3 semaines après la dernière connexion, et là... En septembre. Et là, on se rend compte que, en fait, on avait notre premier prospect / client, qui est Pony, qui fait des trottinettes électriques. Clara, exactement. Ouais, Clara Vess. Et des vélos, qui était le tout premier client de One Pilot, du coup, qui nous avait écrit 3 fois. C'est excellent. Pour nous dire ok, je pourrais être intéressé. Et après, ça allait graduellement. C'est-à-dire que le premier, c'était j'aimerais bien une démo. Le deuxième, c'était vous pouvez commencer quand. Et le troisième, c'est pourquoi vous me répondez pas. Elle était vraiment pressée, Clara. Je sais pas si elle lançait la boîte à ce moment-là. Et en fait, ouais, ils étaient vraiment... Non, ils avaient déjà lancé, mais ça commençait à aller très très fort. Et ils étaient vraiment dans le dur. Et du coup, c'est là où on voit ça et on se dit putain, et on avait peur de les rater. Et finalement, premier client, toujours client, 4 ans après, on bosse toujours avec eux, on est trop contents. Comment ça, juste, ça m'a, du coup, tu t'as ouvert ma curiosité là. Comment ça se passe entre le moment où... J'imagine que tu reviens de vacances, t'es encore en short de bain, c'est à peine cliché, tu retombes sur la boîte mail, tu dis les gars, tu montres à l'équipe, tu transfères ça sur WhatsApp ou je sais pas quoi, il y a quand même quelqu'un qui demande. Ouais, c'est le début. Qu'est-ce qui se passe entre là et vous vous dites on y va? En fait, on voit ça et là on se dit ok, go, on y va, on a dit qu'on allait le faire, on va le faire. Et là en fait, c'est le début de presque 6 mois
où en fait c'est nous qui faisions les tickets de Pony et des premiers clients, et donc on se faisait des petits plannings parce qu'on n'avait rien développé, donc on se faisait des petits plannings sur Excel et on répondait aux utilisateurs de Pony le jour, la nuit, parce qu'on avait évidemment vendu du 7 jours sur 7, 7h, 1h du matin. Ah bah oui, vous avez la grosse promesse sur la landing page. C'est important. Excellent. Et du coup on répondait à tout avec nous, mais aussi les premiers agents. Du coup on s'est dépêché de trouver des agents. Et les premiers agents, c'est Antoine, Coralie, qui sont dans l'équipe maintenant. Incroyable. Coralie qui est Head of Quality, Antoine qui s'occupe du Sales Outbound, qui sont là depuis 4 ans. Et au début, on s'est rencontrés dans un café pour leur dire faudrait prendre des appels de Pony. C'est un truc qui fait des trottinettes électriques. Excellent. Voilà. Et à l'époque, pas d'IA, rien, j'imagine. Même pas de plateforme, rien. Ouais. On a commencé vraiment en mode service. On répond à un appel et on facture le client. Et puis en même temps, il y a Robin qui développait la première version de la plateforme. Et t'as su d'où elle venait, Clara? De Facebook, du coup, de Product On, de où? De Facebook. De Facebook, okay. Ouais. Bon, comme quoi, ça marche encore. Je pensais que c'était fini, moi, cette période. Je pense que maintenant, c'est peut-être fini. Je sais pas, c'était il y a 4 ans. On dit toujours ça, en fait, pour recommencer. Bon, voilà, mon learning, les gars, partez en vacances, lancez une page et voyez ce qui se passe. Et peut-être que quelqu'un frappera très, très fort à la porte pour commencer votre boîte. Merci beaucoup, Adrien, d'être venu. C'était trop cool de te recevoir. C'était trop sympa, merci beaucoup. On a parlé de plein de trucs très techniques, beaucoup de BPO et du lancement. C'était vraiment cool. Et puis, j'espère qu'on se recroise très vite. Avec plaisir. Salut. Salut.